À la une, cette grève au centre pénitentiaire de Ducos. Après l'agression de l'un d'entre eux, les surveillants réclament plus de moyens pour faire face à la surpopulation carcérale. Une manifestation qui a grandement agité les détenus aujourd'hui. 150 morts dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin, un avion de la compagnie Germanwings s'est abîmé en montagne. Un nouveau crash, l'un des plus importants en France, qui inquiète certains voyageurs. On en parlera avec notre invité. Quand les nuisibles viennent des airs, les pigeons ont poussé les enseignants du collège Édouard Glissant à exercer leur droit de retrait. Leur déjection remettait en cause les conditions d'hygiène de l'établissement. Enfin, ne manquez pas ce soir le débat exclusif entre Raphaël Martin et Christian Raffa. Dimanche, les électeurs Pierre Autin seront appelés à les départager. Kathleen Bilascopette les recevra en direct à 19h20. Et notre invité ce soir, vous le voyez, est Alain Sibert, président de l'Aéroclub Horizon Caraïbes et pilote avec qui nous parlerons donc de ce fameux crash d'un A320 dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir à tous. Ça chauffe à la prison de Ducos. Aujourd'hui, le personnel du centre pénitentiaire de Ducos s'est donc mobilisé pour dénoncer ces conditions de travail. Vendredi dernier, un surveillant a été blessé à l'œil par un détenu, la conséquence d'un manque de personnel et d'une surpopulation carcérale bien connue maintenant. Ce matin, les 4 syndicats de la prison, FO, UFAP, FLP et CGT, ont donc décidé de tirer ensemble la sonnette d'alarme. Le reportage de Loïc Régis. Un barrage pour dire stop aux agressions à répétition envers les gardiens. Vendredi soir, l'un d'entre eux a été blessé à l'œil par un détenu avec un objet tranchant, la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli. Surpopulation, violence et manque d'hygiène sont le quotidien du personnel à la prison de Ducos. De plus en plus de problèmes de santé publique, de problèmes d'hygiène, parce qu'il y a ça aussi, hein, les bonhommes qui sont couchés par terre, les matelas, les saletés. Forcément, ça a des conséquences. Donc nous aussi, on est touchés et on soutient à 100% le mouvement des collègues de la pénitentiaire. Aujourd'hui, aucun détenu ne sort de l'enceinte de l'établissement. Les transferts de prisonniers sont reportés à une date ultérieure. Une action forte pour réclamer de meilleures infrastructures. Il y a des moyens que nos collègues de métropole ont. Ils ont des établissements pour mineurs, ils ont des UHSA, c'est des unités hospitalières pour les gens difficiles. Et nous, on n'a pas tout ça ici, on n'a pas des risques, on a une équipe de sécurité, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. Et là, justement, lorsqu'il y a eu le début de mutinerie vendredi, normalement les détenus auraient dû être transférés le soir même ou même le samedi matin. Ni parloir, ni promenade, repas distribués en retard. À l'intérieur du centre pénitentiaire, le personnel a également manifesté son mécontentement. Une situation qui n'a pas permis d'apaiser les tensions, bien au contraire. Un détenu nous a contactés par téléphone. On nous a refusé les douches, on nous a refusé les promenades. À 11h et des poussières, on est censé être servi, on est censé avoir la gamelle, ce qu'on appelle la gamelle. Il est 12h30 qu'on nous a toujours pas servi à manger. Et pour couronner le tout, on nous coupe le cou derrière ça. Il y a tout le monde qui crie, il y a du feu, il y a des gens qui mettent du feu partout, il y a des portes qui s'écrasent. Bon voilà, c'est un petit peu le gros bordel, puis qu'il n'y a personne pour nous écouter. En milieu de journée, 2 escadrons de gendarmerie sont intervenus pour ramener le calme à l'intérieur de la prison. La mobilisation ne devrait pas se poursuivre demain. Les agents municipaux, en revanche, ont mis fin à leur mouvement au Lamentin. Aujourd'hui, toutes les écoles ont donc rouvert leurs portes, toutes sauf une, celle de Gondo A. Vous le voyez, ce matin, les 297 élèves ont dû faire demi-tour, car après presque une semaine de fermeture, l'établissement ne pouvait les accueillir sans un vrai ménage. Les parents sont donc revenus les chercher très rapidement, mais certainement pas avec le sourire. Écoutez, ces quelques réactions recueillies par Hélène Renaud et Elodie Toto. Ça fait une semaine. Et avec les évaluations qui arrivent bientôt, c'est vrai que c'est un petit peu, on a de quoi un peu s'inquiéter puisque ce sont des enfants qui vont bientôt passer en 6e. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Cette histoire, il est temps que ça se termine, quoi. Aujourd'hui, je suis dans la possibilité de le récupérer, mais c'est vrai que par rapport à nos activités, c'est pas évident, toujours évident de pouvoir s'organiser autrement pour récupérer l'enfant. C'est un peu pénible. Là, pour aujourd'hui, je l'avais déposé ce matin en me disant que ça y est, c'était réglé. Effectivement, l'école n'est toujours pas nettoyée et on me rappelle pour venir la récupérer. Donc au niveau du boulot, c'est moyen, quoi. Et vous allez faire comment alors? Bah là, justement, je ne sais plus, j'ai plus de solution. Donc ça va être posé encore une journée, anticipé sur les congés l'année prochaine. Voilà.
Et les parents peuvent donc se rassurer et souffler un peu. L'école Gondoa devrait rouvrir ses portes normalement demain matin. Deuxième jour de grève pour les salariés du FR. Une cinquantaine de salariés de l'Union fraternelle des régions dénoncent le harcèlement de la direction. Hier, les grévistes parlaient donc sur notre antenne de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, c'est la direction qui leur répond. Écoutez le directeur général du FR face à la caméra de Guy Raphaël René. C'est le boulot qui veut ça, c'est le métier qui veut ça, comme dans tout métier. Ou quelque part, vous devez vous mettre à jour, vous devez travailler, vous devez donner un petit coup de collier un petit peu plus, parce que vous avez des exigences, des menaces du point de vue législatif, du point de vue, je dois dire, du point de vue technique et technologique, et quelque part, il faut en faire face. Mais véritablement, nous avons formé le personnel, nous avons créé une équipe, nous avons mis en place une organisation transitoire pour pouvoir aider le personnel. C'est vrai. Je reconnais qu'il y a certains collaborateurs qui, quelque part, auront des difficultés. Mais quelque part, on est prêt à les accompagner, on est prêt à les aider. Ça, on l'a toujours fait et on va continuer à le faire. Et je ne vois pas du tout de quoi on parle là. S'il y a véritablement pression, comme je l'ai toujours dit, donnez-moi la preuve de ce que vous racontez. Et pour compléter ce chapitre social en Martinique, notez que les salariés affiliés à Force ouvrière chez Groupama Magan ont débrayé ce matin au siège de l'entreprise à Kerlis. Autre mouvement au Lamentin, les employés de la piscine municipale, salariés de l'OMSL, l'Office municipal des sports du Lamentin, ont débuté leur mouvement de grève, un mouvement annoncé depuis le 16 mars dernier et qui n'a toujours pas trouvé de point d'accord. Les salariés affiliés au SATM dénoncent donc des problèmes de statut et de sécurité de l'emploi, entre autres. En Guadeloupe, l'actualité sociale est également marquée par le mouvement, cette fois, des secrétaires médicales du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Ce matin, elles ont exercé leur droit de retrait et se sont mobilisées dans le hall d'entrée du centre hospitalier. Elles dénoncent de mauvaises conditions de travail. Je vous propose d'écouter la responsable adjointe de la section UTS-UGTG. Elle répond à Linda Kayarsi. Déjà, ça a fait plus de 2 ans nous pas ni climatisation dans les services. Donc, du coup, ça a fait que nous avons fatigué, nous avons fait malaise. Et deuxième problème que nous avons rencontré, c'est que nous avons un problème d'archivage. Depuis 2007-2008, les dossiers pas retirés en service. Donc, du coup, aller là, il a envahi les secrétariats. Nous donnons la possibilité de recevoir patients là et qui pour bailler un rendez-vous, nous obligés de sortir à l'extérieur pour nous payer ça bailler un rendez-vous. Il y a des risques de chute, les dossiers placés en hauteur. Donc, la sécurité physique en nous-mêmes ainsi qu'intégrité mentale en nous en danger actuellement à l'hôpital. En Martinique, en bref, intéresser les jeunes filles à l'entrepreneuriat dès l'école, c'est la volonté du rectorat. Ce matin, il a signé avec l'association Martinique Pionnière une convention de partenariat pour donner aux élèves filles l'opportunité de rencontrer des chefs 2FES d'entreprise et éveiller en elles le désir d'entreprendre. Depuis 2012, Martinique Pionnière compte 45 femmes chefs d'entreprise et ne compte pas s'arrêter là visiblement. 150 morts et un avion parti en fumée. C'est le bilan de ce nouveau crash aérien. Ce matin, un A320 de la compagnie allemande Germanwings, filiale moyen courrier de Lufthansa, s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence. Il ralliait Düsseldorf depuis Barcelone. 600 pompiers ont été mobilisés pour tenter notamment de retrouver des survivants, mais en vain. De nombreux médecins légistes ont également été dépêchés sur place. Un énième crash qui remet en question la sécurité à bord des avions. On en parle avec notre invité. Bonsoir Alain Sivert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc pilote déjà et ensuite vous êtes également président de l'Aéroclub Horizon Caraïbes. Alors on dit que l'avion, c'est le moyen le plus sûr, le moyen de transport le plus sûr du monde. Est-ce qu'avec tous les crashs qu'on a eus ces dernières années, ces derniers mois, on est toujours sûr de ça? Toujours sûr. Sur le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de passagers transportés, la quantité d'accidents est vraiment infinitésimale. Et c'est toujours le moyen le plus sûr. Pas besoin d'avoir peur du coup? Non, 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 surtout pas. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont peur en avion. Vous voyez, on les comprend parfois. C'est pour ça qu'on organise des vols d'initiation, pour que les gens voient un peu ce que c'est un avion. Oui. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en disent ces passants qu'on a interviewés aujourd'hui pour un peu avoir leur réaction après ce crash ce matin. Ils répondent à Hélène Renaud et Elodie Toto. Écoutez. On n'aime pas trop savoir qu'il y a eu des accidents, même si on sait qu'il y en a. Ça n'arrive pas sur tous les vols, tout simplement. Donc nous, on est arrivés en toute sécurité et on espère repartir en toute sécurité. Je pars ce soir, donc voilà. Je prends des petits cachets pour me déstresser. Jusqu'à présent, je n'ai pas pris l'avion. Alors ça me dit rien. On ne peut pas aller partout en bateau, donc c'est quand même nécessaire, ne serait-ce que pour les gens qui veulent travailler.
Donc il faut bien le prendre. Si vraiment vous avez peur, vous n'allez pas voyager. Non, ça ne me fait pas peur non plus, puisque comparé au nombre d'accidents de voitures, scooters, motos, voilà, je trouve que l'avion est quand même plus sécurisé. Moi, je n'en ai pas peur. Hein. Comme on dit, va où tu veux, mais où tu dois. Alors, si je dois mourir dans un avion, je mourrai dans un avion. Moi, je voyage sans peur. D'ailleurs, je veux devenir aviateur, donc non, ça ne me fait pas peur. Voilà. Alors ça ne rebute pas ceux qui veulent en faire un métier. Le pilote de cet avion a lancé un Mayday, un appel à l'aide, et puis plus rien finalement. Non. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. J'ai essayé de suivre tout ça puisque j'étais encore en activité à la préfecture quand j'ai tenu la cellule de crise pour le crash de 2005. Et c'est la direction de l'aviation civile qui a vu le plot disparaître de l'écran et qui a lancé l'alerte. Alors finalement, quand on voit qu'il y a énormément de vérifications, que ce soit pour aller prendre l'avion pour nous passagers ou même pour les pilotes avant de démarrer, beaucoup de vérifications, beaucoup de choses à mettre en place, énormément de sécurité, comment on peut comprendre que ce genre de choses arrive encore? Cet accident-là, il y a une boîte noire qui a été retrouvée, donc on va voir. Vous avez toujours les boîtes orange, en réalité. Il y en a deux. Il y en a une qui enregistre tout ce qui se passe dans le cockpit. Même les conversations privées des pilotes, etc. Tout est enregistré. L'autre enregistre tous les paramètres de vol. Donc si c'est la boîte d'enregistrement du cockpit qui a été retrouvée, on saura ce qui s'est dit entre les pilotes. Germanwings est une compagnie qu'on dit low cost, filiale de Lufthansa. Il y en a beaucoup dans le monde, des compagnies comme ça. Est-ce que ces compagnies sont plus dangereuses? Est-ce qu'elles ont moins de sécurité? Pourquoi elles sont low cost finalement? Non, les gens ont un peu peur parfois de prendre des compagnies low cost en se disant non. C'est ce que voulait faire Air France à la dernière grève, recréer sa compagnie low cost, mais en payant moins les employés, etc. C'est la concurrence. Mais sur la vérification des avions et sur la sécurité, aucune incidence. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, en tant que pilote, quand vous entendez ce genre d'actualité, ce genre de crash? On est toujours très malheureux parce que on a eu récemment encore au mois de décembre le cas. Et vous n'avez pas l'impression que ça arrive plus souvent ces derniers temps? Non. Il y a eu la Malaisie, il y a eu plusieurs affaires. Là, on pense encore en Ukraine que c'est un missile qui aurait touché l'avion. Mais non, il n'y a pas plus d'accidents, je trouve. Merci beaucoup, Alain Sibert, d'avoir été avec nous ce soir. De rien. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Et si une énorme vague avalait la Martinique? L'idée qu'un tsunami s'abatte sur notre île n'a rien d'improbable, évidemment. C'est pourquoi la préfecture a retenu ce scénario pour son exercice annuel. Demain, avec 47 États et territoires caribéens, elle va simuler l'arrivée d'un tsunami créé par un tremblement de terre de magnitude 8,5 au Panama. Objectif de cet entraînement, vérifier l'efficacité des systèmes d'alerte et de prévention et s'assurer que les équipes sauront gérer la panique de la population et son évacuation si la Martinique devait un jour être touchée par une telle catastrophe. Écoutez, le chef du service interministériel de défense et de protection civile, il répond à Élodie Toto et Hélène Renaud. C'est un exercice international sur le tsunami. L'objectif, c'est de préparer chacun des acteurs impliqués dans la gestion de crise à s'entraîner. Et deuxièmement, l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser la population, rappeler à nos concitoyens qu'il y a réellement un risque de tsunami en Martinique. Donc l'objectif pour nous, c'est de passer des messages de prévention également. Un séisme demain matin au large du Panama, de magnitude forte, qui va générer un tsunami. Et donc 3 heures après, en gros, 3 heures après la survenue du séisme, on sera concerné en Martinique par le tsunami. Donc on va s'entraîner demain, le préfet va activer sa cellule de crise et on va entraîner chacun des acteurs, pompiers, SAMU, forces de l'ordre, à gérer l'événement. Oui, c'est complètement fictif et heureusement un séisme de 8,5 en Martinique ferait beaucoup de dégâts. Mais la difficulté pour nous avec ce scénario-là, c'est qu'en Martinique on ne va pas ressentir le séisme alors qu'on sera concerné par le tsunami. Ça veut dire pour la population, on va dire à la population: voilà, dans 2 heures, on sera concerné par un tsunami. Alors même qu'il n'y aura pas eu de signe avant-coureur, il n'y aura pas eu de séisme localement. Donc l'enjeu pour nous, c'est ça, c'est mobiliser la population, alors même qu'elle n'aura pas été sensibilisée par des secousses.
Voilà, donc si vous voyez des alertes, si vous entendez des alarmes, des sirènes, ne paniquez pas, ce n'est qu'un exercice de la préfecture. En bref, fini le Malation en Guyane. Le produit avait été recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour lutter contre la prolifération des moustiques, notamment avec le chikungunya. La recommandation n'a pas changé, mais les dernières analyses sur le produit le certifient cancérogène, une mention qui n'a pas manqué de faire réagir le Conseil général de la Guyane, qui a tout de suite interrompu son utilisation. Un principe de précaution pour un produit utilisé depuis près de 40 ans et dont les résultats étaient jusque-là satisfaisants. La Guyane attend désormais l'avis du gouvernement pour reprendre ou interdire définitivement l'utilisation de cet insecticide. Retour en Martinique, restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à la rencontre d'une artiste touche-à-tout. Michèle Arretch est une plasticienne pour qui tout est source d'inspiration. Hubert Bornil est donc allé à sa rencontre. Et puis ne manquez pas ensuite le débat entre les deux candidats restants pour l'élection municipale de Saint-Pierre. Raphaël Martin et Christian Raffa se feront face en exclusivité. Un débat animé par Kathleen Villas-Copette. Mais avant, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Lamentin, où les nuisibles ne sont ni des rats ni des cafards, mais des oiseaux, des pigeons qui depuis plusieurs mois ont confondu le collège Édouard Glissant avec des toilettes. Leur déjection tapisserait le sol de l'école à tel point que les enseignants, inquiets, ont exercé leur droit de retrait. Elodie Toto, Hélène Renaud. Vous ne rêvez pas, ce sont bien des déjections de pigeons. Elles tapissent les murs d'un des bâtiments du collège Édouard Glissant. Cela fait maintenant plusieurs mois et si elles ne touchent pas directement les collégiens, elles représentent un danger. Nous avons malheureusement des enfants qui sucent encore le pouce. Donc le fait de toucher à ça, et nous savons de toute façon que c'est toxique. Et ça ne peut pas faire du bien à un enfant, sans compter les problèmes d'allergie qu'on risque de rencontrer avec ces bêtes. La situation ne se résolvant pas, les professeurs ont décidé de réagir. Depuis le début de l'année, nous avons interpellé le conseil général qui est responsable des bâtiments du fait que nous étions envahis par des pigeons. Et donc nous avons des déjections de pigeons en permanence. Et donc ayant constaté que ça prenait de l'ampleur, nous avons dû faire exercer notre droit de retrait ce matin. Ce matin, les professeurs ont refusé de pénétrer dans le bâtiment. De son côté, l'association des parents d'élèves a alerté la presse. Quelques heures plus tard, les équipes du conseil général commençaient à intervenir. Pour les professeurs, le coup de force a payé. Mais selon le Conseil général, cette action était prévue depuis longtemps. Ce problème-là a été pris en charge depuis au moins 2 semaines. L'entreprise a été, contactée. Il y a une phase de diagnostic, que je vous ai dit, parce qu'il s'agit de trouver une solution pérenne. Phase de diagnostic, trouver des solutions, des outils. Et après, il a fallu commander ces outils-là. L'entreprise a pris un tout petit peu de retard lié à la commande du matériel. Des piquets sont en ce moment installés sur les hauteurs du collège pour éviter que les pigeons ne s'y posent. Une solution insuffisante selon le Conseil général. Que les parents d'élèves puissent aussi sensibiliser les enfants sur, dans l'utilisation des aliments, ne pas laisser des aliments par terre qui pourraient effectivement attirer les pigeons. Les pigeons ne viennent pas ici pour rien, hein, ils se nichent là où il y a de la nourriture. Donc si on arrive à résoudre le problème à l'origine, peut-être qu'on aurait moins de pigeons dans les établissements. Des réunions de sensibilisation devraient donc avoir lieu un peu plus tard dans l'année. En attendant, les piquets anti-pigeons seront effectifs dès demain. En bref, l'Agence régionale de santé a procédé à des analyses d'hydrogène sulfuré. C'est la molécule néfaste produite par les algues sargasses. Les relevés ont montré que la plage de Sable Blanc au Robert présente un niveau plutôt élevé. Restez donc prudents aux alentours de cette zone et évitez de manipuler les algues. L'ARS rappelle d'ailleurs qu'il incombe aux mairies de faire ramasser systématiquement les algues afin d'éviter les nuisances olfactives. Attention, travaux pour les 10 semaines à venir. La circulation sera perturbée de nuit aux marins sur la RN5 à hauteur des giratoires de la Dupré et du centre commercial Annette en cause des travaux d'EDF sur des câbles enfouis. EDF qui annonce d'ailleurs des coupures d'électricité également à Schellcher demain de 7h30 à 11h dans les quartiers Madiana, Résidence La Goélette et dans le bourg. Pas de courant non plus à Trinité de 7h30 à 14h15 à Tartane et au quartier des Forts et même combat au Gros Morne de 8h à 13h15. Les quartiers La Richard, Bois-les-Arts et Dumaine seront donc privés d'électricité. Un œil maintenant sur l'établissement français du sang. Demain, le camion de prélèvement sera stationné sur le parking de la Galeria de 9h à 14h. Je vous rappelle que vous pouvez sinon vous rendre de 9h à 16h à la maison du don à la Ménard.
Allons maintenant voir de jolies couleurs, celles que Michel Arech applique sur ses toiles. Cette jeune retraitée du milieu médical est une véritable passionnée. Art plastique, taille de bonsaï, elle s'implique dans de nombreuses actions artistiques. Installée sur les hauteurs de Lansalane, cette femme d'origine basque s'inspire de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'elle lit et de tout ce que la société martiniquaise peut offrir pour créer. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à sa rencontre. On va découvrir l'œuvre de Michel Arech, une femme d'origine basque, médecin pédiatre, aujourd'hui tranquillement à la maison et qui s'adonne par passion à la peinture. Elle a été surtout beaucoup inspirée des événements de 2009. C'est dans ce discret petit chalet en plein cœur d'une végétation luxuriante que Michel Arech trouve l'inspiration. Le problème, c'est quand l'inspiration vient alors que le fond n'est pas fini. Et à ce moment-là, il y a une sensation d'urgence. Parce que on se dit, mais qu'est-ce que je vais perdre l'idée. Son style est plutôt abstrait, avec une grande part consacrée à la poésie. Moi, je suis donc en Martinique, ça fera bientôt 40 ans. Hein, j'y suis venue comme médecin pédiatre, hein, parce que je suis arrivée en Martinique parce que j'avais rencontré un Martiniquais. Donc, vraiment, donc, ce pays a été pour moi vraiment le lieu d'ancrage et de création d'une famille, de mon métier, de la rencontre avec les gens en particulier. Depuis sa retraite, cette femme qui a longtemps donné de son temps à la médecine a décidé de peindre. Une manière assez noble de s'occuper tout en exprimant sa sensibilité sur la toile. J'appelle ça de l'abstraction poétique. Donc il y a avec quelques variantes, une abstraction lyrique, c'est-à-dire que c'est dans la gestuelle, c'est donc la force du geste et le dialogue des couleurs, mais j'y rajoute toujours, ça m'imprègne, une poésie. Michel Arech aime lire Césaire, Glissant, et les événements de février 2009 l'ont fortement inspiré. À ce moment-là, donc avec les événements, le temps libre qui était arrivé, j'ai commencé à peindre et avec des amis, donc on a créé ce mouvement qu'on appelle le PAB, le Plastic Art Band expérimental. Mon coup de cœur, ce tableau se mêle mélancolie, amour et poésie. Justement, on parlait de poésie d'Aimé Césaire. Donc je danse la fleur pavonie, c'est dans une saison au Congo, la danse d'Hélène et Lumumba. C'est un de mes passages préférés chez Césaire, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'amour chez Césaire. Mais en fait, Césaire était un grand amoureux. Voilà, grand moment de partage avec Michel Arech. Nous sommes déjà impatients de voir sa prochaine expo. Au revoir. Merci beaucoup. Parlons maintenant d'une commune vers qui tous les regards sont tournés depuis quelques semaines. Dimanche dernier, Saint-Pierre revivait son premier tour d'élection municipale avec respectivement 1313 et 1258 voix. Raphaël Martin et Christian Raffa sont tous deux à l'affiche du deuxième tour. Un scrutin qui promet d'être riche en émotions dimanche prochain. En attendant, le match se vit sur ATV avec un débat en direct. Kathleen Bilascopette et les deux candidats n'attendaient plus que nous pour pouvoir démarrer leur débat. Top départ. Bonsoir Kathleen. Et en effet, bonsoir Fanny, bonsoir à tous. ATV, toujours au cœur des municipales partielles à Saint-Pierre. Vous avez été nombreux à suivre en direct sur notre antenne les résultats du premier tour et leur verdict. Les Pierrotins vont donc retourner aux urnes dimanche prochain pour un second tour particulièrement serré. Vous l'avez dit Fanny, les candidats sont face à face ce soir pour un débat d'entre-deux tours en direct. Raphaël Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Christian Raffa, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux Martiniquais à l'antenne. Merci d'avoir accepté de débattre ce soir. Vous avez, messieurs, 8 minutes chacun pour confronter vos ambitions pour Saint-Pierre, 8 minutes pour convaincre vos potentiels électeurs. Et l'on revient d'abord sur les résultats du premier tour. On rappelle ce fort taux de participation, l'un des plus élevés de ces 20 dernières années dans la commune. Sur 4028 inscrits, 2771 Pierrotins se sont rendus aux urnes dimanche dernier, soit un taux de participation de 68%.
18,79%. C'est vous, Raphaël Martine, qui sortez en tête. Votre liste a obtenu 1313 suffrages, 55 voix derrière. Christian Raffa, votre liste emporte, elle, 1258 voix. Enfin, la troisième candidate, Éliane Sesto-Gustave, obtient 121 voix. On va d'abord, si vous le voulez bien, revenir sur ces résultats. Et d'abord, pour vous, cette question, Raphaël Martine, vous n'atteignez pas votre objectif d'une victoire dès le premier tour à chaud. Vous n'avez pas caché votre déception à froid. Quel bilan faites-vous de votre score? En tout cas, je suis quand même très satisfait du score, puisque les électeurs et les électrices nous ont mis en tête dès le premier tour, ce qui est un gage de confiance que j'espère qui sera confirmé au deuxième tour. Même si vous aviez parlé d'une victoire en raz-de-marée dès le premier tour, vous savez, il n'a manqué que 33 petites voix pour que nous passions le cap du premier tour. Bon, bien évidemment, on a péché peut-être un excès de confiance. J'espère que ce sera vite rattrapé au deuxième tour. Christian Raffa, vous êtes au second tour, cependant en ballottage défavorable. Ce n'est pas tout à fait le scénario que vous espériez? Bien entendu, nous espérions gagner au premier tour. Je tiens tout d'abord à remercier les électeurs pirotins qui se sont mobilisés en masse. Vous l'avez dit, c'est une participation historique, ce qui prouve qu'ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris l'enjeu de la possibilité de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Et je crois que c'est un démenti qu'ils ont donné à ceux qui sont des marchands de désespoir et de fatalisme. Ils ont contenu ceux qui voulaient une victoire écrasante au premier tour pour nous exclure du champ politique, c'est ce qui avait été dit. Et là, je crois que l'équilibre a été rétabli. Je sens qu'une mobilisation se prépare pour le second tour et que les Pirotins ont compris qu'on ne devait pas passer son temps à avoir peur, que le changement est possible et que de nouvelles perspectives pour la ville et pour ses citoyens sont possibles. Parlons de vos réserves de voix respectives. Éliane Sesto-Gustave a publiquement appelé à vous soutenir, Christian Raffa. Qu'y a-t-il eu en échange? Quel a été le deal avec le PPM? Aucun deal, c'est un soutien sans condition. Je voulais féliciter au passage Éliane Sesto qui a eu le courage, elle aussi, de dire que ça ne va pas dans cette ville et de se présenter à ces élections dans des conditions difficiles parce qu'elle avait peur. Après, bon, elle est allée jusqu'au bout de sa démarche, elle a exprimé son souhait de voir le changement dans cette ville. C'est ce qui nous rapproche, Et donc, bon, elle n'a pas eu la possibilité de continuer. J'aurais ouvert ma liste probablement à sa candidature dans une fusion, et malheureusement, elle n'a pas fait 5%. En tout cas, je salue les électeurs qui ont porté leur suffrage sur elle et qui expriment aussi une volonté de changement quelque part. Alors, et qui nous rejoindront au deuxième tour, j'espère. Cela dit, Christian Raffa, rien ne garantit que les électeurs PPM voteront pour vous, secrétaire général du PRM, un parti de droite. Ce sont d'abord des Pirotins et sur ma liste, j'ai toutes les couleurs politiques. Déjà, il y a une fusion, il y a un rapprochement, il y a une volonté d'aller ensemble. Parce que là, il s'agit d'une affaire pirotine. Ce n'est pas un homme de droite qui candidate, c'est un Pirotin. C'est un homme de droite progressiste qui est à la tête d'une liste qui comporte déjà des gens de gauche, encartés ou non, des gens qui ont une sensibilité, qui ont compris qu'au-delà des clans politiques, il y a quelque chose à faire en commun. C'est pour ça que nous avons intitulé notre programme, enfin disons notre slogan, c'est « Ensemble, faire gagner Saint-Pierre ». Et Saint-Pierre, c'est à nous toutes. Donc il n'y a pas d'exclusion pour nous. Raphaël Martine, au plan purement arithmétique, si les 121 voix de Mme Sesto-Gustave se reportent sur votre adversaire, vous avez perdu l'élection. Où se situe aujourd'hui votre réserve de voix? Vous savez qu'il reste près de 34% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. 1250 abstentionnistes. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une réserve de voix qui est palpable. Mais je dois dire que ces alliances de circonstances entre le PRM et le PPM, ce sont les prémices de la collectivité territoriale. Là, nous voyons en face de nous des élus de guichet, au lieu d'être des élus de projet. D'ailleurs, M. Raffa n'a aucun projet, puisqu'il n'a fait que copier mon projet. Donc, ce sont des alliances de circonstances contre nature. Bon, je crois que les Pirotins sauront faire la différence et sanctionner ces alliances contre nature. Est-ce que vous espérez, vous, candidat RDM, pouvoir éventuellement récupérer des voix d'Éliane Sesto-Gustave? Je pense, dans la mesure où nous avons une dynamique de gauche. La gauche développe des visions basées sur la solidarité, la justice sociale, ce que ne partage pas ce socle doctrinal qu'on ne trouve pas à la droite. Donc je pense
des gens qui se réclament de gauche vont se retrouver sur notre programme. Vous comptez, vous l'avez dit, mobiliser les abstentionnistes. Sur quelle base? Comment faire encore des Pirotins aller aux urnes alors qu'on est déjà sur des taux de participation records? Évidemment, il faut aller vers les Pirotins, faire du porte-à-porte, porter l'information, expliquer encore davantage et faire en sorte qu'il y ait la plus large adhésion possible sur notre programme. Programme, comme je l'ai dit, qui a été copié par mon opposant et qui peut-être a su bénéficier par ce biais, quelquefois, parfois, par une confusion qui a été créée, puisque non seulement mon programme a été copié, mais même mon bulletin. Vous savez que la couleur rouge a été ma couleur choisie depuis le début. Eh bien, monsieur, mon opposant de toujours, a choisi une couleur orangée, rouge, qui ressemblait énormément à notre bulletin, ce qui a créé encore de la confusion dans le choix des Pirotins. Christian Raffa, vous avez copié le bulletin de Je ne répondrai pas au candidat RDM qui, vous avez noté au passage, parle de récupérer des voix. Moi, je parle de rassembler des Pirotins. Ce candidat, depuis 14 ans, passe 50% du temps à me regarder et à me parler et 50% du temps à regarder dans le rétroviseur. Donc je crois que c'est quelque part un comportement de chauffard de la politique qui est en train d'entraîner actuellement Saint-Pierre dans le fossé. Et donc je ne lui répondrai pas, je parlerai aux Pirotins. J'ai un programme qui a été élaboré au contact des Pirotins, dans des quartiers, dans nos forums de quartier. Et si ça devait être le sien, je me pose la question de savoir pourquoi il n'a pas été appliqué. En tout état de cause, notre programme, nous l'appliquerons. Nous l'appliquerons parce que nous donnerons les moyens de l'appliquer avec l'aide de la collectivité unique prochaine, avec l'aide de l'État, parce que nous sommes ville d'art et d'histoire, avec Cap Nord. Mais nous ne présentons pas un programme pour faire joli. Nous présentons des projets et des actions à faire pour les Pirotins. Très bien, on va pouvoir, dès que possible, faire le point sur vos temps de parole respectifs précisément. Concernant les programmes, les projets, il y a différents axes. On va tenter de les aborder par quelques points. La saison touristique est en train de s'achever. Saint-Pierre est une escale incontournable pour qui découvre la Martinique. Ce potentiel touristique est-il aujourd'hui réellement exploité à sa juste valeur? Alors d'abord vous, Raphaël Martine, qu'avez-vous fait pour développer le tourisme à Saint-Pierre? Alors, d'emblée, je dois dire qu'à Saint-Pierre, il n'y avait pas de véritable office de tourisme. Donc, nous avons mis en place un outil de travail qui est l'office de tourisme de Saint-Pierre, avec à sa tête Gilles Valère, qui fait un travail remarquable, et office pour lequel j'ai mis à disposition 2 agents qui portent l'information, accueillent et participent aussi à la formation des jeunes qui veulent justement s'investir dans le domaine touristique. Nous avons également fait l'acquisition d'une villa, la villa à rue Victor Hugo, qui est centrale et qui nous permettra de mettre à disposition demain le SCIAP, Centre d'intégration architecture du patrimoine, qui joue un fondamental en termes touristiques. Nous avons également mis en place une liaison maritime entre Saint-Pierre et la Guadeloupe via la Dominique avec la société Jeans. Et pour cela, nous avons créé un point de passage aux frontières au sein duquel devrait, après cette parenthèse de 2 mois politique, permettre que le contrôle des passagers en partant sur la Guadeloupe se fasse dans des conditions optimales. Nous avons également balisé la baie de Saint-Pierre pour protéger les épaves au sein de cette baie et qui, à mon avis, joue un rôle fondamental en matière de préservation du patrimoine touristique de la Martinique. Christian Raffa, sur cette question du tourisme, que pensez-vous du bilan affiché par le maire et vous, quels sont vos projets dans ce secteur? Je crois qu'il ne faut pas confondre un office de tourisme avec un organisateur d'événements. Je crois qu'il faut une véritable politique touristique fédératrice à Saint-Pierre qui implique tous les acteurs et en particulier les acteurs économiques. Ce n'est pas la mairie qui va tout faire. Je crois que l'une des premières actions que je ferai, c'est de réunir les acteurs qui sont susceptibles de participer au développement du tourisme, de les impliquer, les commerçants qui n'ont pas été reçus depuis 14 ans par exemple, et faire en sorte que la ville exceptionnelle qu'est Saint-Pierre, porte d'entrée du tourisme en Martinique, puisse servir effectivement d'éléments marketing du tourisme martiniquais. Donc nous avons le CMT avec lequel nous allons travailler, la collectivité unique, parce que Saint-Pierre recèle des richesses
au fond de la mer des Caraïbes, qui est là, qui est très belle. Vous savez, les vestiges sous-marins. À terre, nous avons des vestiges qui sont très mal entretenus, qui ne sont pas valorisés. Nous avons le musée qui est dans un état lamentable. C'est la seule ville au monde de tourisme où on ne paye pas les entrées pour visiter les vestiges. Il est temps que Saint-Pierre puisse bénéficier de son potentiel extraordinaire en termes de ville, de culture et d'histoire au profit de ses habitants et au profit de la Martinique. Donc l'idée du Grand Saint-Pierre est là pour ça. Donc nous allons faire en sorte de rencontrer très rapidement les acteurs susceptibles de nous aider à valoriser Saint-Pierre au profit de ses habitants. C'est ça notre objectif. Un dernier mot sur le tourisme, justement, vous avez parlé du musée Raphaël Martine, ce musée où l'un de nos confrères s'est amusé à dérober une pièce pour montrer comment c'était une passoire. Donc finalement, sur ce point-là, vous n'avez rien fait. Bien évidemment, nous avons eu à dénoncer la méthode, même si... Parfois, il faut des méthodes fortes pour... oui, mais il faut dénoncer. On ne peut pas s'autoriser à s'immiscer dans un musée pour exhiber... Pour moi, c'est un vol. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que vous devez savoir ce soir, c'est que la programmation de la réhabilitation du musée est déjà faite, ficelée financièrement. Les travaux devront démarrer incessamment sous peu, je l'espérais, après cette parenthèse politique de 2 mois, provoquée par mon opposant d'ailleurs. Il ne fait que ça que... Quand vous dites provoqué par votre opposant, provoqué par une décision de justice. Oui, voilà, mais tout un processus qui a été enclenché, qui provoque justement ce retard dans la réalisation du projet. Et donc, musée dont les thématiques vont se décliner sur 3 thématiques, avant, pendant et après l'éruption. De même aussi que pour le FIAP, c'est un projet ficelé qui devait être mis en place, puisque l'appel d'offres a été lancé pour le choix des entreprises pour sa réhabilitation. Donc, vous voyez, et de même au niveau de la croisière, une étude en partenariat bien évidemment avec la région. La région a lancé une étude de faisabilité pour voir si on pourrait mettre en place une croisière à Saint-Pierre. Nous attendons les résultats de ces études pour faire en sorte que nous accomplissons à part entière de la croisière, j'espérais, un véritable développement du Nord-Caraïbe à partir de Saint-Pierre. Très bien, on va refermer cette page sur le tourisme. Au niveau des temps de parole, alors vous êtes à peu près au coude à coude. 5 minutes 20 pour Raphaël Martine et 4 minutes 40 pour Christian Raffa. Évoquons ce problème qui touche directement le quotidien des habitants de Saint-Pierre, celui de la traversée des camions qui transportent des matériaux. Un arrêté municipal réglemente les heures de circulation, il n'est pas toujours respecté. Vous, Christian Raffa, qu'avez-vous à proposer pour résoudre ce problème? Comme j'ai quelques secondes de retard, je voudrais clôturer ce chapitre sombre de cette page juridique où je suis accusé maintenant d'avoir manigancé avec le Conseil d'État pour refaire des élections. Je vous fais remarquer que ces dernières élections, Mme Sesto a obtenu 20 voix dans le bureau numéro 1, ce qui d'ailleurs a provoqué la défaite du candidat RDM dans son propre bureau. Je pense que le résultat de l'année dernière a été rétabli et qu'on a prouvé que la famille de Mme Sesto et que ses colistiers pouvaient bien voter pour elle et que le 0 voix, c'est ce qui a permis, qui a fait la décision du Conseil d'État. Donc à partir de là, vous me parlez du problème des embouteillages, qui est un des problèmes majeurs soulignés par des Pierrotains, en dehors du manque d'entretien de la ville et de l'absence de transport intra-urbain. Nous avons des solutions déjà. Nous avons dit que nous ne pouvons pas attendre 20 ans une rocade, qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent... Les parkings à aménager, des sens de circulation à réétudier, le boulevard Légré qui est une voie naturelle qui existait et qui a subi un glissement de terrain et qui devrait être le passage obligé de la rocade. Alors pourquoi ne pas commencer par rétablir la circulation sur le boulevard Légré en attendant ce serpent de mer de la rocade, et aussi le transport par barge partiel des matériaux qui pourraient... Les études ont été faites en 2008, elles sont retournées dans les tiroirs. Je pense qu'il faut avoir le courage de ressortir ce dossier pour faire en sorte qu'une barge... Oui, je le ferai en concertation avec les transporteurs. Je suis en contact avec notamment un syndicaliste transporteur, quelqu'un de très actif, qui m'a dit oui, il faut qu'on puisse étudier ce dossier et voir comment on peut intéresser les transporteurs à cette affaire, sachant qu'une barge, une seule barge, peut permettre de réduire de 30% le flux des camions dans Saint-Pierre. Donc à partir de là, ce sont des problèmes d'hygiène, de pollution
atmosphériques, ce sont des problèmes de bruit que l'on résout, ce sont des problèmes de dégradation des chaussées, donc des économies internes. Voilà, donc et l'amélioration de la vie quotidienne des Pirotins. 6 minutes 20 pour vous, Christian Raffa, Raphaël Martine. Je dois dire, avant de poursuivre sur la question du transport, que, bien évidemment, la liste de manifestants a été radicalement changée pour ce scrutin-là. Donc, l'intérêt qui a été porté au premier tour n'avait pas été le même qu'au second tour, en tout cas pour les votants. Bon, ceci, vous continuez de contester cette décision? Tout à fait. C'est une décision très injuste et non objective. Pour poursuivre sur la question du transport et l'aménagement du territoire en matière de fluidité et de parking, je dois dire que nous avons un projet de mise en place d'un plan de déplacement de fluidité au sein de la ville, dans le cadre de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt. Que vous n'avez pas pu mettre en place pendant ces 14 ans précédents. Vous savez, c'est au fur et à mesure que nous mettons en place les choses. Qu'avez-vous déjà mis en place? Et ensuite, on verra ce que vous voulez faire. Voilà. Nous avons fait un appel à projet. Nous avons candidaté au niveau de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt, en partenariat avec Cap Nord, et pour lequel notre projet a été retenu sur 50 villes de France et d'outre-mer. Sur 50 lauréates, la seule ville d'outre-mer, c'est la ville de Saint-Pierre, et dont l'objectif, c'est de revitaliser le centre-bourg et dans le cadre de la rénovation urbaine. Alors, pour cela, nous avons déjà une dotation de 301 000 euros au titre du Fonds national d'aménagement du territoire, qui permettra justement de mettre en place ce plan de fluidité de déplacement. Alors donc concrètement, ça va se traduire par quoi, ce plan de fluidité pour cette question des camions qui traversent le centre-ville? Alors il y a un plan de circulation, des parkings adaptés qui correspondraient aux besoins de la population. Bon, ça c'est au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt. S'agissant du transport par barge et la rocade, vous savez que les études de faisabilité de cette rocade a été lancée, portée par le Conseil général. Les études sont terminées. Je pense que c'est la collectivité territoriale de Martinique qui pourrait porter ce projet financièrement, compte tenu bien évidemment du délai qui reste pour sa réalisation. Et c'est un projet qui va coûter aux alentours de 80 millions d'euros. Et en attendant, évidemment, il y a le transport par barge. Ce faisant, au moment où nous parlons, aucune collectivité, je dis bien aucune collectivité, n'a accepté de recevoir sur son territoire. Vous avez 45 secondes pour conclure sur ce point et avec la minute de conclusion ensuite. De recevoir sur ce territoire les 1 200 000 tonnes de matériaux qui sont transportés par an. Donc ce n'est pas une barge qui va réduire 30% du transport par routier. Donc je m'inscris en faux par rapport à ce que j'ai dit mon Alors il faut que vous concluiez ici parce que vous grignotez déjà sur votre minute de conclusion. Ce sera dommage. Oui, ça passe très vite. Là, vous êtes à 8 minutes. De toute façon, je vais terminer. Voilà, et vous aurez 50 secondes pour conclure et finir votre propos. Christian Raffa, peut-être une réponse à ce qui a été dit. Non, je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que des essais de transport ont été faits. Il ne s'agit pas de supprimer complètement les transports par camion et de les remplacer intégralement par des transports par barge. L'essai a été fait, a été concluant. Peut-être que le candidat RDM n'est pas au courant. Effectivement, le compte-rendu de cette réunion que j'ai eu en main mentionne qu'aucun représentant de Saint-Pierre ne participait à la réunion en question. Donc il n'est peut-être pas au courant. Et ça expliquerait pourquoi il conteste ce que je viens de dire. En particulier, moi je maintiens ce que je dis. Et je dis qu'en 14 ans, beaucoup de choses auraient pu être faites. Alors maintenant, on vient nous dire qu'en 5 ans, on va faire ce qu'on n'a pas fait pendant 14 ans. C'est peu crédible. Donc je crois que maintenant les Pirotins ont compris qu'à défaut de transport par barge, ils ont été emmenés en bateau. Et donc ils veulent descendre de ce navire qui est en train de couler et s'offrir de nouvelles perspectives pour l'avenir de Saint-Pierre et d'eux-mêmes. Très bien, alors il vous reste, donc vous êtes à 7 minutes 45, donc vous aurez un petit peu plus de temps pour conclure, puisque donc le débat s'arrête ici, on passe à la minute de conclusion. Merci messieurs. Donc un peu moins d'une minute pour vous, Monsieur Martine, pour conclure et vous adresser directement aux électeurs de Saint-Pierre ce soir, conformément au tirage au sort. C'est donc vous, Raphaël Martine, qui entamez donc ces 45 secondes de conclusion. Pirotins, Pirotines,
vous étiez 1313 électeurs à porter vos suffrages sur mon nom, sur la liste Agissons pour Saint-Pierre. Je tiens ce soir à vous remercier du plus profond de mon cœur. Évidemment, il ne nous manquait que 33 voix pour passer le cap du premier tour. Je vous invite donc à retourner aux zones massivement le dimanche 29 mars 2015 pour confirmer votre victoire et faire en sorte que nous continuions à développer notre ville sur la base d'un développement durable, solidaire. Et je pense que c'est ensemble que nous avons su mettre un terme aux tristes souvenirs. C'est ensemble que nous allons relever l'audacieux pari sur l'avenir. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Et ensemble, nous allons fêter notre victoire au soir du 29 mars 2015. Merci. Pile dans le chronomètre, 1 minute 15 secondes pour vous, Christian Raffa. Conclure ce débat et vous adresser directement à vos électeurs. Oui, simplement pour leur dire que dimanche dernier a été l'occasion de démontrer qu'il y avait une volonté très forte de changement autour de laquelle j'invite encore plus de Pierrotins à se rassembler, parce que nous, notre objectif, c'est de rassembler des Pierrotins, de faire en sorte que cette ville appartienne à tout le monde. Je commencerai par les employés municipaux à qui on a fait peur et on a terrorisé ces services qui ont été désorganisés et on ne leur a pas donné les moyens de travailler, qu'ils se rassurent. Nous sommes prêts à faire en sorte que leurs conditions de travail s'améliorent. Quant à la ville, nous appelons à la réconciliation des Pierrotins, parce que la politique, c'est une chose, mais la cohésion sociale, c'en est une autre. Donc, je les invite à choisir dimanche une équipe motivée, compétente, qui veut se mettre au travail, se retrousser les manches pour sa ville. Et on ne choisit pas des candidats qui vous tapent dans le dos, qui font des grands sourires et qui attendent 14 ans pour vous dire qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Il s'agit de l'avenir de Saint-Pierre et des Pierrotins qui sont dedans et de nos enfants en particulier. Donc, votez pour notre liste, ensemble, faire gagner Saint-Pierre dimanche. Merci Christian Raffa, merci à vous de nous avoir suivis en espérant que ce débat ait contribué à mieux éclairer les Pierrotins. Verdict final dans les urnes ce dimanche, un deuxième tour à vivre, cette fois encore en direct sur ATV. Tous les résultats et les réactions dans notre soirée électorale à partir de 20h dimanche. Fanny Marceau, je vous rends l'antenne pour la suite de la tranche info. Bonne fin de soirée sur ATV. Merci Kathleen, merci à vos invités pour ces entretiens exclusifs que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le replay, sur le site internet d'ATV en replay dès demain. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.